Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine a été clairement marquée par l'intervention mardi et mercredi devant une des commissions bancaires du Sénat américain. A été marquée par l'intervention de Jérôme Powell devant cette commission. Un Jérôme Powell, donc président de la Fed, beaucoup plus incisif sur la question de la normalisation monétaire, avec une vue de l'inflation qui n'est plus transitoire. Jérôme Powell a enlevé le terme transitoire pour qualifier l'inflation, en expliquant qu'il soit aussi possible d'accélérer le rythme de la réduction des achats d'actifs, ce qu'on appelle le tapering, c'est-à-dire que la Fed a acheté jusqu'à présent 120 milliards d'actifs tous les mois. Le premier tableau qui avait été esquissé il y a quelques temps, c'était de ralentir à hauteur de 15 milliards par mois ces achats d'actifs pour ensuite, courant de l'été prochain, commencer potentiellement à relever les taux une première fois depuis le début de la crise Covid. Et puis il s'avère qu'avec les derniers indicateurs de prix, ces chiffres à la fois de prix à la production, prix à la consommation qui ont très fortement progressé, plus de 6% aux États-Unis. Eh bien, on a une banque centrale qui, semble-t-il, prend la mesure du risque inflationniste plus durable, même si la notion de transitoire est toujours en sous-jacent, si vous voulez, elle n'est plus réellement utilisée, mais Jérôme Powell a expliqué que sa vision restait quand même celle d'une inflation qui allait commence à décroître à un moment donné. Ce moment donné serait plutôt le second semestre de l'année prochaine, mais effectivement, on voit bien qu'entre il y a quelques mois, les premières paroles que nous avions de la Fed au sujet de l'inflation et sa qualification de transitoire, et bien qu'un chemin énorme a été parcouru par l'inflation, du coup, obligeant la Fed à reculer en termes de rhétorique et donc à admettre que l'inflation et que les prix avaient poussé plus fortement que prévu à la hausse et donc nécessité un ajustement de la politique monétaire. Donc, ça, c'était une des grosses informations de la semaine. Évidemment, une semaine toujours marquée par les craintes entourant le variant Omicron. Donc ce sont les deux grosses craintes en fait pour le marché, la question sanitaire d'un côté, les questions de tapering qui finalement arrivent au mauvais moment pour les marchés parce que il aurait été plus simple pour la Fed de commencer à parler d'inflation forte et d'une nécessité d'ajuster le programme monétaire lorsque bien l'économie tournait, ce qui est toujours le cas, donc tourne toujours très bien, mais lorsque l'économie n'était pas forcément potentiellement menacée, on va bien dire potentiellement, parce que normalement la réponse sanitaire devrait quand même être, on va dire, devrait permettre de répondre en partie quand même aux inquiétudes Omicron, même si on attend évidemment des précisions de la part des laboratoires sur l'efficacité des vaccins actuellement, sur ce nouveau variant, mais il aurait été plus simple pour Jérôme Powell d'annoncer ça il y a 2 ou 3 mois par exemple, quand la situation sanitaire et que la vague était réellement sous contrôle, plutôt que maintenant, alors qu'aux États-Unis on a donc une vague qui repart un petit peu à la hausse, et puis qu'en Europe cette vague est déjà bien avancée par rapport au variant Delta, vague sur laquelle vient donc se greffer ce nouveau variant. Donc tous ces risques en fait ont amené la volatilité, donc l'indice de volatilité aux États-Unis, le VIX, ces éléments ont amené le VIX dans une zone supérieure à 30, on est monté à 32, presque 33 sur la volatilité cette semaine. Alors ça reste toujours bien inférieur à ce que nous avions connu durant les phases de panique en février et mars 2020, lors de la première vague de Covid, où là le VIX était monté à plus de 80. Donc on est quand même sur des niveaux de réaction inférieurs, mais il y a nécessairement un stress, parce que c'est une période d'incertitude sanitaire qui s'ouvre. La fin de l'année pousse aussi très probablement plusieurs gestions, donc plusieurs asset managers, plusieurs gérants d'actifs, donc à limiter un petit peu la voilure, prendre des bénéfices sur une année qui était plutôt faste sur les gros indices mondiaux, plutôt sur les large caps d'ailleurs, mais donc prise de bénéfices aussi qui vient finalement accentuer certains mouvements de repli des indices. Et puis n'oublions pas toujours, peut-être aussi un petit point d'interrogation sur la question des résultats du 4e trimestre, toutes ces hausses de coûts, notamment tous les prix à la production qui ont progressé, on le rappelle, de 20% par exemple le mois dernier pour la zone euro, 20% d'une année à l'autre, donc les prix à la production, et bien la question se pose évidemment de l'impact sur les marges des entreprises, et il est possible donc en troisième risque nous ayons cette interrogation et donc ce risque sur les marges, et donc il semble que c'est un tout en fait que le marché price actuellement. Le variant l'aspect sanitaire prédomine, mais vous avez quand même en rang 2 et 3 bien la question monétaire avec ce ralentissement d'achat d'actifs de la Fed et cette déclaration beaucoup plus agressive de Jérôme Powell, et puis ces questions entourant les résultats des entreprises, ces interrogations plutôt entourant les résultats des entreprises. On rappelle qu'on aura ces résultats pour l'Europe et pour les États-Unis, donc pour les entreprises, seulement à partir de janvier. Donc il y a encore quelques semaines d'incertitude devant nous de ce côté-là. On a également des
données sur la Chine qui restent moyennes au niveau des indices, notamment d'activité. On a eu cette semaine le PMI manufacturier qui est ressorti légèrement sous la zone des 50, qui sépare donc l'expansion de la contraction. Au-dessus de 50, expansion. En dessous de 50, c'est contraction. Même si c'est léger, ça marque toujours des inquiétudes sur la trajectoire prise par la Chine en fait, et notamment une trajectoire à l'approche des Jeux Olympiques où la Chine veut limiter au maximum la progression du virus sur son territoire, et donc est obligé aussi de prendre des mesures contraignantes, restrictives, qui forcément pèsent sur l'activité économique, et c'est ce que nous montre donc ce genre de chiffres, parce que finalement si on regarde l'activité qu'on a en Europe et aux États-Unis, on a quand même des niveaux d'activité qui sont tout à fait satisfaisants. Preuve en est aujourd'hui par exemple l'ISM Service, donc c'est un indice, un ISM Service qui mesure l'activité dans les services aux États-Unis. On sait que les services c'est une énorme partie de l'économie américaine, bien supérieure à la partie manufacturière, c'est plus de 80% de l'activité aux États-Unis. Et bien on a un ISM Service qui est ressorti à plus de 69 aujourd'hui, donc ce qui montre que malgré toutes ces stop and go de l'économie, ces incertitudes, eh bien on a quand même, alors point d'interrogation sur le variant Omicron, évidemment. Cet indice ISM date des dernières semaines, mais des semaines quand même très récentes, pas des semaines il y a 3 ou 4 mois. Donc c'est quand même une marque que le secteur qui avait beaucoup souffert de la crise Covid, à savoir le secteur des services, eh bien, connaît une dynamique extrêmement forte. La composante emploi de cet indicateur montre également une forte dynamique, ce qui veut dire que là, effectivement, on a un marché de l'emploi qui est tendu aux États-Unis. C'est comme ça que l'on qualifiait d'ailleurs cette semaine Jérôme Powell et la secrétaire au Trésor aux États-Unis, Janet Yellen, un marché de l'emploi qui est tendu. Et donc, ça oblige forcément la Fed. La Fed a 2 mandats, un double mandat, le mandat sur les prix et le mandat sur l'emploi. Force est de constater que ce mandat est bien rempli au moment où on se parle, et c'est ce qui nécessite donc ces ajustements rhétoriques plus musclés de la part même de Janet Yellen aussi. Jérôme Powell a donné sa version de l'économie, Janet Yellen aussi, et elle a épousé à peu près les mêmes phrases, les mêmes propos que Jérôme Powell sur sa vision de l'économie. La semaine aura été également marquée par cette réunion de l'OPEP très incertaine. L'OPEP qui, malgré donc la forte baisse du pétrole liée aux craintes sanitaires, eh bien, a quand même décidé de maintenir son objectif de léger redressement de la production à partir de janvier. C'était quelque chose qui était déjà fixé auparavant, mais comme le variant Omicron a mis une grosse dose d'incertitude sur les perspectives économiques, eh bien, forcément, on a se demandé, surtout après le bras de fer entre les États-Unis et l'OPEP plus même, le bras de fer avait créé cette zone d'incertitude. On pouvait se dire bien qu'une fois que le prix du baril baissait, l'OPEP pouvait faire marche arrière en justifiant justement de sa position à nouveau très défensive par rapport aux incertitudes économiques. Donc finalement, ça a été plutôt une surprise que l'OPEP dise voilà, nous prévoyons toujours en janvier de relever légèrement nos niveaux de production, même si on voit bien que là le sujet qui a quand même prédominé cette semaine et la chute forte des cours du baril arrive quand même par le variant sanitaire. Mais voilà, ça a un petit peu accéléré la baisse du pétrole qui ensuite s'est un petit peu repris parce que la demande reste quand même forte. C'est ça qu'il faut voir, c'est que si les doutes sur le variant Omicron sont levés assez rapidement, s'il s'avère qu'il a peu d'impact sanitaire fort, disons, qui ne sature pas le système hospitalier, donc ne nécessitant pas de mesures politiques fortes et contraignantes sur l'économie, eh bien, on a quand même là des ingrédients d'une économie qui est solide en fait. Donc, ce qui veut aussi dire que les indices là qui ont baissé de 7, 8%, 9% en Europe et puis de 4-5% pour l'instant aux États-Unis à peu près, eh bien, ça veut dire que ces indices peuvent rebondir assez vite derrière. Pour autant, comme il y aura un peu moins de poudre monétaire par ces ralentissements d'achat d'actifs, et puis que ces questions de hausse de coûts, encore une fois, laissent planer un petit doute sur les résultats, il est quand même possible que même si le doute Omicron s'estompe un peu, il est évident que les indices rebondiront assez fortement à ce moment-là, parce que ce serait une très bonne nouvelle, mais après, comme on est aussi dans un cycle monétaire qui est un petit peu différent, et des hausses de coûts assez fortes, malgré tout, même si elles redescendront un petit peu dans les mois à venir, eh bien, c'est quand même une petite interrogation sur les multiples de valorisation, en fait, tout simplement, et donc il est possible que malgré cela, le marché continue de consolider un petit peu. Par contre, le risque de crack aujourd'hui semble pas le risque premier à identifier, encore une fois parce que la situation, même si un nouveau variant, l'équipement, on va dire sanitaire, les capacités d'organisation de l'économie, le télétravail, la vitesse de la recherche scientifique ou autre, donne quand même normalement plus de visibilité sur la force de la réponse qui peut être apportée. Donc moins d'effet de sidération comme en février-mars 2020, où là le marché sombrait parce que l'économie est fermée, parce qu'on ne savait absolument pas ce qu'était ce virus. Voilà. Donc là, même si c'est un variant qui inquiète, normalement, la réaction des marchés, même si elle est normalement volatile, et c'est plutôt une bonne chose que le marché réagisse quand il y a du risque, et qui ne se repose pas uniquement sur les banquiers centraux qui justement enlèvent une petite béquille là, par leur déclaration, mais il
est quand même sain que le marché réagisse de cette manière-là, et ça peut le faire entrer dans une phase donc qu'on peut qualifier d'un peu consolidante, c'est-à-dire une phase qui n'est pas dangereuse à long terme, mais qui peut amener des variations de l'ordre de moins 10%, peut-être moins 15% sur un schéma un peu plus défensif, mais loin, je pense, des niveaux de moins 30 ou moins 40 qu'on avait connus sur les marchés européens et américains. Rapidement pour terminer, le programme de la semaine prochaine. Lundi, donc, nous aurons les commandes industrielles en Allemagne. Nous aurons également la confiance des investisseurs en zone euro, donc 2 statistiques à surveiller. Mardi, ce sera au tour de la Banque d'Australie de nous donner sa vision de l'inflation, de l'économie. Donc décision attendue de la Banque d'Australie. L'indice ZIU en Allemagne sera également communiqué. Donc c'est l'indice de le sentiment économique, l'indice ZIU. Donc évidemment important dans cette phase un petit peu de doute par rapport aux questions sanitaires. Mercredi, on aura la Banque du Canada qui donnera sa décision monétaire. Jeudi, ce sera le classique, les classiques inscriptions au chômage hebdomadaire aux États-Unis, mais on aura aussi juste avant cela les chiffres à la fois d'inflation et de prix à la production en Chine. Et c'est important, pourquoi ? Parce que ça permet aussi de mesurer si on commence au niveau mondial à atteindre un pic inflation. Si on voit que les données de prix à la production, prix à la consommation en Chine commencent à plafonner un peu, voire à descendre un petit peu, eh bien il faut bien voir que la Chine a exporté son inflation au monde. Il n'y a pas que la Chine, mais tous ces problèmes logistiques ont renchéri les coûts à la source, et donc les prix à la consommation ont progressé en Chine, de même que les prix à la production, surtout, c'est ça qui concerne l'inflation exportée, et donc tout ce qui, à la source en fait, montrerait une inflation qui décroît un petit peu, et des prix à la production surtout qui repartent un peu à la baisse, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour l'identification d'une sorte de pic inflation au niveau mondial. Et pour terminer la semaine, vendredi, donc nous aurons justement les chiffres d'inflation aux États-Unis, le CPI, donc un CPI, c'est l'inflation globale aux États-Unis. Vous savez qu'il y a une autre mesure qui s'appelle la mesure PCE, donc là ce sera la mesure CPI, donc l'inflation globale, classique on va dire, communiquée aux États-Unis. Et puis on aura également la confiance des consommateurs, la première estimation de la confiance des consommateurs aux États-Unis, mesurée par l'Université du Michigan pour le mois de décembre. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.